Les filles jumelles d'un millionnaire perdent du poids mystérieusement jour après jour, entrant dans un état choquant, et aucun médecin ne découvre ce qui se passe. Mais un après-midi, lorsque le père des fillettes rentre plus tôt du travail et remarque que son épouse met quelque chose d'étrange dans le repas des jumelles, il panique en comprenant ce qui était réellement en train d'arriver à ses filles. Que s'est-il passé, chérie? Pourquoi tu pleures comme ça? C'est à cause des filles? Elles vont bien. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Juan, père de famille dévoué et connu dans le centre-ville pour la boutique d'importation qu'il gérait seul, rentra chez lui en cette fin d'après-midi avec la tête chargée par le travail. Il ne s'attendait simplement pas à trouver, en entrant dans la salle à manger, Cassandre, son épouse, complètement effondrée sur la table. Son visage était trempé de larmes, ses épaules tremblaient, et elle paraissait plus fragile qu'il ne l'avait jamais vue. Cassandre avait toujours été une femme forte, déterminée, concentrée sur ses propres objectifs et engagée envers la famille. Une femme qui ne se laissait pratiquement jamais abattre par quoi que ce soit. Mais à cet instant, on aurait dit que le monde entier s'était écroulé sur elle. Juan s'avança rapidement, le désespoir déjà imprimé sur son visage, et se pencha près d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé, chérie? Pourquoi tu pleures comme ça? C'est à cause des filles? Elles vont bien? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Demanda-t-il, la voix tremblante. Cassandre inspira profondément, tenta d'essuyer ses larmes avec ses mains déjà mouillées, mais les pleurs continuaient de couler. Lorsqu'elle parvint enfin à parler, sa voix sortit basse. Ce sont les filles. Aujourd'hui, leurs professeurs ont fait un signalement auprès de la protection de l'enfance. Ils sont venus ici, Juan, ils sont entrés, ont interrogé les filles, ont fouillé toute la maison, toute la procédure, comme si on était de mauvais parents. Les mots atteignirent Juan comme une pierre. Il pâlit immédiatement, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Il ne croyait pas que les professeurs de ses filles auraient massé pris une mesure aussi extrême. Depuis quelque temps, ils l'avertissent du comportement étrange des jumelles, mais jamais il n'aurait imaginé que cela irait aussi loin. Béa et Anna, ses filles jumelles, avaient toujours été affectueuses, proches, unies entre elles et très attachées à la famille, surtout à leur belle-mère, Cassandre, qui vivait avec elles depuis si longtemps qu'elle n'avait pratiquement aucun souvenir d'une vie avant elle. Mais il y a environ 1 an, tout avait changé. Les deux avaient arrêté de manger avec la famille, évité la table du dîner, comme si quelque chose là-bas les dégoûtait. Elles restaient enfermées dans leur chambre pendant des heures, ne sortaient que pour aller à l'école, passaient beaucoup trop de temps devant l'ordinateur et, ce qui blessait le plus Juan, ne lui parlait presque plus. Bien sûr qu'il avait remarqué le changement, mais il avait essayé de se convaincre que c'était simplement une phase de l'adolescence. Il avait préféré croire à cela, préféré fermer les yeux, imaginant que si on attendait un peu, tout redeviendrait normal. Sauf que, pendant qu'il jouait à l'aveugle, d'autres personnes avaient commencé à remarquer, puis à dénoncer, à exiger des explications. Juan était un homme dominé par le travail. Il vivait frustré de ne pas réussir à donner toute l'attention que ses filles méritaient, une attention dont il savait qu'elles avaient besoin. Sa chance, c'était Cassandre, qui avait toujours assumé ce rôle. S'occuper des filles, parler avec elles, essayer de comprendre. Ces dernières semaines, pourtant, Béa et Anna avaient commencé à se plaindre de vertiges, de faiblesse. Elles semblaient constamment fatiguées. Mais lorsque Cassandre insistait pour qu'elles mangent, elles mangeaient. Elles s'asseyaient pour le dîner, grignotaient quelque chose, prenaient des vitamines. Personne ne comprenait pourquoi leur poids chutait si vite. On aurait dit que leur corps s'éteignait de l'intérieur. Les examens médicaux étaient
fait et refait. Tous montraient que, hormis la dénutrition sévère, elles étaient en bonne santé. Rien n'explique cet état. Les compléments ne faisaient pas effet. Les médicaments non plus. Le désespoir ne cessait de grandir. Et jamais, Ruan et Cassandre n'auraient imaginé qu'on les soupçonnait de maltraitance. L'idée même que la protection de l'enfance frapperait à leur porte, comme s'ils étaient des monstres, ne leur avait jamais traversé l'esprit. Voyant Cassandre complètement anéantie sur la table, Ruan sentit une pression dans la poitrine. La question sortit toute seule, chargée d'angoisse. Et maintenant, qu'est-ce que je fais pour aider nos filles? Personne n'arrive à découvrir ce qu'elles ont. Il passa une main sur son visage, essayant d'organiser ses pensées, lorsqu'il remarqua une revue ouverte sur la table. C'était un magazine de technologie, précisément sur les ordinateurs et consoles de jeux. Cela fit naître en lui une pensée dérangeante, presque désespérée. Et si le problème venait des jeux auxquels les filles passaient des heures à jouer? Le doute le rongea. Il devait savoir, devait regarder ses filles dans les yeux. Il devait comprendre. Il se tourna vers Cassandre et dit, décidé. Je vais parler avec elle. Cassandre ouvrit grand les yeux et se redressa sur la chaise comme si elle avait reçu un choc. Mais, chérie, tu sais très bien qu'elles ne te parlent plus. La seule personne qui arrive encore à discuter avec elles, c'est moi. Ruan prit ses épaules, essayant de transmettre fermeté et affection en même temps. Je sais, mon amour, et je suis tellement reconnaissant pour tout ce que tu fais pour elle. Tu n'avais aucune obligation, et pourtant tu t'occupes d'elle comme une mère. Je le valorise chaque jour, tu le sais, mais je dois faire ça maintenant. Je suis leur père. Je dois essayer. Je dois découvrir ce qui se passe. Cassandre pensa à insister, mais elle savait que ce serait inutile. Quand Ruan avait une idée en tête, rien ne le faisait changer d'avis. Elle inspira donc profondément et acquiesça d'un petit signe. Ruan commença à monter les escaliers lentement. Chaque marche semblait peser 1 tonne. Arrivé dans le couloir du premier étage, il sentit son cœur s'accélérer d'une manière étrange, presque douloureuse. En s'arrêtant devant la porte de la chambre des filles, ses jambes se raidirent. On aurait dit que des cordes invisibles s'immobilisent. Sa respiration devint plus lourde et une vague de peur le submergea. Il avait peur d'être ignoré à nouveau, peur de ce qu'il pourrait entendre, peur de regarder ses propres filles et d'y voir quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué avant, peur de découvrir que la faute était la sienne pour ne pas avoir fait attention, pour avoir cru que ce n'était qu'une phase. Mais malgré la panique, il serra le poing, inspira profondément et frappa 3 fois à la porte. Ensuite, sa voix sortit basse, presque avalée par l'angoisse. « Les filles, je peux entrer ?» Ruan resta immobile devant la porte, attendant le moindre signe de ses filles. Il parvint à entendre, de l'autre côté, le son étouffé de chuchotements. Les deux murmuraient tout bas, comme si elles décidaient entre elles si elles allaient le laisser entrer ou non. Il pensa à insister, à dire quelque chose de plus, mais retint l'envie. Il savait que forcer l'entrée ne ferait qu'accentuer la distance qui existait déjà. Alors, il resta là, immobile, attendant leur décision, tandis que son cœur battait comme s'il était coincé dans sa gorge. Après une longue minute, il entendit enfin les deux répondre en même temps, avec des voix petites mais fermes. « Tu peux entrer, papa. » Ruan inspira profondément et ouvrit la porte doucement. Il entra dans la chambre, éclairé seulement par l'écran de l'ordinateur, qui projetait une lumière bleutée sur le visage des filles, les rendant pâles, avec des cernes encore plus marquées. « Salut mes chéris, » dit-il, incapable de cacher le tremblement dans sa voix. « Est-ce que ça vous dérange si je m'assois ici pour parler un peu avec vous ?» Les deux échangèrent un regard rapide, et pendant une seconde, on aurait dit qu'elles venaient de tenir une conversation entière sans ouvrir la bouche. Puis,
Béa répondit, d'un ton dur. Le monsieur est le propriétaire de la maison. Vous pouvez vous asseoir où vous voulez. Roanne sentit sa mâchoire se contracter immédiatement. Elles n'étaient pas en train de dire qu'elles allaient l'écouter. Elles admettaient seulement qu'elles ne pouvaient pas l'en empêcher. C'était un type de rejet qu'ils savaient reconnaître, une réponse qui montrait clairement que la personne ne voulait pas de lien, ne voulait pas discuter, mais n'avait aucun moyen de fuir. Les filles, sans lui accorder plus d'attention, retournèrent à leur jeu sur l'ordinateur. Les clics rapides du clavier remplirent l'air comme un avertissement silencieux qu'elles n'avaient pas l'intention de parler. Alors il inspira profondément et demanda, prudemment, essayant de ne pas paraître autoritaire, « Les filles, vous pouvez quitter l'ordinateur juste un instant et m'écouter ?» Béa et Anna laissèrent échapper un soupir profond au même moment, comme si elles étaient forcées de faire quelque chose de fatigant, quelque chose pour lequel elles n'avaient plus aucune patience. Mais elles obéirent. Elles retirèrent les mains du clavier, tournèrent leur chaise et le regardèrent directement. Roanne sentit son estomac se tordre en les voyant enfin lui accorder leur attention. C'était rare. Il profita de ce moment pour analyser leur visage plus attentivement. Il y avait quelque chose là, quelque chose qui l'inquiétait plus qu'une simple irritation adolescente. Les deux semblaient anxieuses, tendues, mais c'était plus profond. C'était l'expression de quelqu'un qui a essayé de parler plusieurs fois et qui n'a jamais été entendu. C'était le regard fatigué de quelqu'un qui a appris à abandonner. Mais pour Roanne, cela n'avait aucun sens. Il ne se souvenait pas d'un seul moment où elles avaient essayé de lui parler. Jamais. Alors pourquoi semblait-elle si épuisée, si ressentie? Avait-il vraiment manqué quelque chose? Avait-il laissé des signes passer sans les voir? Cette pensée le rongea. Mais il savait qu'il ne pouvait pas laisser la peur le réduire au silence. Il inspira profondément et dit « Cassandre m'a parlé de la visite de la protection de l'enfance ici à la maison, et je dois discuter avec vous à ce sujet. » Ce fut Béa qui répondit la première, mal à l'aise, croisant les bras et fronçant les sourcils. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on a à voir avec ça? Ce n'est pas nous qui les avons appelés. On n'a rien fait de mal. On a toujours dit aux profs que la maigreur, c'était un problème médical qu'ils essaient encore de comprendre. Je ne vois pas pourquoi tu veux parler avec nous. Roanne commença à tapoter sa jambe du bout des doigts, comme il le faisait toujours lorsqu'il était anxieux. Mais il tenta d'avoir l'air ferme, même si, à l'intérieur, il tremblait. « Ma fille, les professeurs n'appellent pas la protection de l'enfance sans raison. » Il déglutit difficilement et continua. « Je ne suis pas en train de dire que vous avez fait quelque chose de mal. Pas du tout. Je dis que vous êtes la raison de leur inquiétude. Pas parce que vous avez fait quelque chose, mais parce que les gens se laissent guider par ce qu'ils voient et très peu par ce qu'ils entendent. » Il se pencha légèrement vers l'avant, tentant de créer une connexion plus humaine, plus intime. « Vous savez, beaucoup plus que moi, que les gens remarquent votre apparence. Les vertiges, les douleurs, la fatigue, rien de tout ça n'est votre faute. Mais le fait que vous soyez dans cet état influence directement la visite d'aujourd'hui. » Les deux observèrent en silence. Un silence dense, lourd. « Vous comprenez, poursuivit-il, qu'ils auraient pu vous retirer de la maison? » Anna, qui avait la bouche entr'ouverte, comme si elle allait dire quelque chose, hésita. Elle referma lentement la bouche et détourna le regard, comme si une réponse était montée jusqu'à sa gorge, mais qu'elle avait décidé de l'avaler. Ce geste réveilla en Roanne une curiosité angoissante. Qu'allait-elle dire? Que cachait-elle? Mais il savait qu'il ne pouvait pas forcer. Forcer ne ferait que les repousser davantage. Il resta donc maître de lui-même et continua, d'une voix plus douce. «
J'y ai beaucoup réfléchi, et je crois que peut-être votre problème n'est pas physique. Les filles restèrent figées. Elles ne clignèrent même pas des yeux. On vous a emmené à plusieurs consultations, beaucoup de médecins, des examens, des médicaments, et rien ne fonctionne. Dit-il, sentant l'impuissance retomber sur lui une fois de plus. Alors, il est possible que ce soit quelque chose de mental. Béa se leva brusquement de la chaise, fixant son père comme si elle était prête à se défendre d'une accusation. Son visage était rigide et sa respiration accélérée. Tu es en train de dire qu'on est folle? Demanda-t-elle, avec un mélange d'indignation et de peur. Juan leva les mains rapidement, essayant de reprendre le contrôle avant que la situation ne se détériore. Non, personne n'a dit que vous deveniez folle. Répondit-il, luttant pour rester calme. Puis il respira profondément et continua d'un ton plus doux. Mes chéris, vous avez un problème que je n'arrive pas à résoudre. Vous ne sortez plus de cette chambre, vous ne parlez plus à vos amis, vous allez à l'école, vous rentrez, vous faites vos devoirs et vous restez sur l'ordinateur le reste du temps. Il passe une main sur son visage, épuisé, avant de poursuivre. Et puis, j'ai remarqué que vous ne dormez plus. Ce n'est pas seulement veiller toute la nuit en jouant, c'est que vous ne dormez vraiment plus. Cela fait 4 jours que je vous vois seulement faire des siestes de 10 minutes avant de retourner à l'ordinateur. Les professeurs n'ont pas dit que vous dormez en classe, donc vous ne dormez ni à l'école ni à la maison. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose, vous ne dormez presque plus. Ses paroles sortirent de lourdes, pleines d'inquiétude. Je ne sais pas, ça peut être de la dépression, de l'anxiété, peut-être de la boulimie. J'essaie de comprendre. Ajouta-t-il. Anna, qui jusque-là était restée silencieuse, leva le menton et parla avec un calme effrayant, presque froid. Tu comprends que tu fais des suppositions sans aucune base? Cassandre te raconte tout à propos de nos repas. Si on mange, si on prend les médicaments. Et la réponse est toujours oui. Donc il n'y a aucune raison pour que tu penses que le problème vient de nous, papa. Juan ferma les yeux un instant. La façon dont elle disait « papa » semblait tellement distante. Il tente de garder une voix ferme. Mes chéris, je comprends votre point de vue, mais vous devez aussi comprendre que le rôle d'un père, c'est de vérifier toutes les possibilités pouvant rendre ses enfants malades ou tristes. J'ai besoin d'être certain que vous allez bien. Béa tapait déjà du pied au sol, montrant toute son impatience. Puis elle demanda, irritée. Et c'est quoi exactement ton plan? Dis tout de suite ce que tu veux. Juan respira profondément, essayant d'organiser ses idées. Je sais que vous ne voudriez pas faire une thérapie si je vous le demandais, dit-il avec précaution. Alors j'ai pensé qu'on pourrait essayer de faire quelque chose ensemble. Passer du temps de qualité, tu vois? Comme ça, j'apprendrai à mieux vous connaître. Peut-être que je comprendrai ce qui se passe dans vos têtes. Anna se tourna lentement vers l'ordinateur, comme si elle voulait fuir la conversation. Sans regarder son père, elle répondit d'une voix sèche. On n'est intéressé par rien de ce que tu veux faire. De la même manière que toi, tu n'es pas intéressé par ce qu'on fait. Tu n'es venu ici que par ego, pas parce que tu t'inquiètes vraiment. La phrase transperça la poitrine de Juan. Il n'y avait pas eu de cri, mais la dureté des mots blessait beaucoup plus que si elle avait hurlé. Il ouvrit la bouche, prêt à répondre, mais comprit que cela ne servirait à rien. Cela ne ferait qu'alimenter une dispute inutile qui éloignerait encore davantage les filles. Alors il ravala sa douleur, se leva lentement et marcha jusqu'à la porte. Il quitta la chambre sans regarder en arrière. En descendant les escaliers, chaque marche semblait peser davantage que la précédente. Les paroles de ses filles martelaient sa tête sans arrêt, comme si elles avaient été prononcées pour le blesser. Mais qu'elles contenaient malgré tout une vérité cachée. Lorsqu'il arriva au salon, il ressemblait à un soldat vaincu. Et Cassandre, qui connaissait son mari mieux que personne, remarqua immédiatement l'expression détruite de son visage. Elle s'approcha rapidement et l'entoura de ses bras. Je crois que la conversation n'a pas été très bonne. Dit-elle d'une voix douce,
tentant d'alléger la tension. Elle serra son bras et ajouta « Écoute, je sais que tu es contrarié, mais on va trouver un moyen d'aider les deux. » Juan s'assit sur le canapé, épuisé. Il regarda Cassandre avec une profonde tristesse et répondit « Le problème, ce n'est pas de trouver une manière d'aider. Le problème, c'est si elles veulent être aidées. Qu'est-ce que je peux faire si elles ne m'écoutent même pas ?» Sa voix tremblait. Depuis que tout ça a commencé, elles s'isolent de plus en plus. C'est comme si cette maladie dévorait leur vie et qu'elles n'arrivaient plus à se battre. Il passe les mains sur son visage, se souvenant des filles petites courant dans le salon. Tu te souviens quand elles étaient plus jeunes, avant tout ça? Elles jouaient, elles allaient chez leurs amis, elles faisaient des travaux avec les camarades de l'école. Ses yeux s'embuèrent. Elles lisaient, elles avaient une énorme collection de livres. Aujourd'hui, tout est entassé dans un coin, couvert de poussière. Elles ne les touchent plus. Elles ne font plus rien de tout ça. Depuis qu'elles ont reçu l'ordinateur, on dirait qu'il n'y a plus de place pour autre chose. Juan secoua la tête, angoissé. Cet ordinateur, c'est un autre problème. Elles restent seulement dessus. Et je ne sais même pas à qui elles parlent, ce qu'elles disent, si elles se sentent seules, si elles ont peur. Je ne sais plus rien. Cassandre serra son mari avec force, approcha sa bouche de son oreille et lui dit avec une tendresse ferme, presque comme une promesse. « Je sais que les choses sont difficiles maintenant, mon amour. Mais être père, c'est ça. Parfois, elles ne savent pas quel chemin suivre. Et c'est compliqué de leur montrer la route. Surtout quand elles sont aussi fermées. » Elle caressa son visage et dit, dans un mélange d'espoir et de détermination, « Mais tu fais des efforts. Je le vois. Tant que tu continues comme ça va aller. N'abandonne pas. Je vais découvrir ce qui cause tout ça chez elles. Et on va résoudre ça ensemble. » Les paroles de Cassandre continuèrent de résonner dans la tête de Juan pendant quelques secondes, apportant un soulagement qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il serra encore plus son épouse dans ses bras, comme s'il essayait d'absorber toute la force qu'elle portait en elle, priant en silence pour que chacune de ses phrases devienne réalité. Le lendemain, lorsqu'il rentra du travail, il vit quelque chose qui le surprit complètement. Il ouvrit la porte de la maison, en s'attendant à retrouver le même scénario que d'habitude. Le silence dans le couloir, la lumière de la chambre des filles filtrant par la porte entr'ouverte, et le son constant du clavier et de la souris. Mais en entrant dans la salle à manger, il trouva Béa et Anna assises à table, attendant le dîner. Elles étaient encore faibles, les épaules affaissées et de profondes cernes sous les yeux. Mais il y avait là un effort, un geste discret mais puissant, qui ne lui échappa pas. Juan déglutit. Il pensa presque à faire un commentaire, peut-être une plaisanterie pour alléger l'atmosphère tendue, mais craignit qu'un mot mal placé les fasse reculer. Il avait peur que quoi que ce soit qu'il dise mette les filles mal à l'aise et les empêche de reproduire ce geste le lendemain. Il préféra donc garder le silence. Il esquissa seulement un léger sourire, salua les deux filles et son épouse d'un « bonsoir », puis alla directement à la salle de bain pour prendre une douche avant le dîner. Pendant que l'eau coulait sur sa tête, emportant le shampoing, son esprit se remplissait de pensées. Cassandra est vraiment douée pour ça. Un seul jour après notre conversation, et leur comportement change déjà. Je ne sais pas ce que je ferais sans cette femme dans ma vie, pensa-t-il en massant son cuir chevelu. Mais une autre pensée surgit, dure, inconfortable, difficile à avaler. Mais j'ai tort de dépendre autant d'elles. Je devrais savoir communiquer avec mes filles. Je suis leur père. Alors pourquoi je n'y arrive pas? Une lourde insécurité commença à grandir en lui, pesant sur sa poitrine, l'étouffant, lui rappelant toutes les fois où il avait refusé de réfléchir à cela. Pour la première fois, au lieu de repousser ses pensées, il décida de les écouter. Et si le problème ne venait pas des filles, mais de lui?
Peut-être que cela rendrait tout plus facile à résoudre, s'il parvenait à l'admettre. Mais aucune réponse ne vint, aucune conclusion, rien que des doutes. Même ainsi, il se promit d'y réfléchir après le dîner. Il sortit de la douche, enfila des vêtements confortables et descendit les escaliers en imaginant déjà la scène d'avant. Ses deux filles assises à table, Cassandre servant le dîner, une ambiance familiale légère. Mais en arrivant dans la cuisine, il ne trouva que Cassandre, assise devant une table mise pour 2 personnes. 2 assiettes, 2 couverts, 2 chaises. Juan s'arrêta au milieu de la cuisine, perplexe. Puis il s'approcha et s'assit lentement. « Les filles sont allées se laver les mains ?» demanda-t-il en fronçant les sourcils. Cassandre détourna le regard. C'était subtil, mais Juan connaissait très bien ce geste. En réalité, elles ne vont pas dîner avec nous ce soir, répondit-elle d'un ton presque honteux. La confusion de Juan grandit. Il commença à masser ses tempes du bout des doigts, essayant de comprendre. « Mais elles étaient là, il y a quelques minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles sont retournées dans la chambre comme ça, d'un coup ?» Cassandre posa doucement la fourchette qu'elle tenait et inspira profondément, frustrée. J'avais réussi à les convaincre de dîner avec nous aujourd'hui. Elles étaient même un peu enthousiastes. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand tu es arrivé à la maison, elles ont changé d'avis. Elles sont redevenues froides et elles n'ont plus voulu manger avec nous. Cette phrase transperça la poitrine de Juan. Il passa une main sur son visage, épuisé, et murmura à voix haute, comme s'il parlait à lui-même. « Est-ce que c'est moi, le problème? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit pour qu'elle change d'avis comme ça ?» Puis il regarda Cassandre, le cœur brisé. « Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Est-ce que je n'ai pas remarqué quelque chose? Est-ce que je suis un mauvais père? Un monstre qui partage la maison avec elle ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Qu'est-ce que je suis en train de faire de mal, Cassandre ?» La femme secoua la tête lentement en signe de négation. Elle se leva et s'approcha pour le serrer dans ses bras. Mais Juan fit un pas en arrière, la retenant par le bras pour l'éloigner légèrement. « J'ai besoin d'un moment seul pour réfléchir, » dit-il, les yeux humides. « Je n'arrive pas à comprendre où je me trompe, et j'ai besoin de découvrir ça seul, sans ton aide pour l'instant. » Les yeux de Cassandre se remplirent de larmes instantanément. Elle leva la main pour le toucher, mais Juan leva la sienne pour demander le silence. Un geste lourd, dur, chargé de douleur. Et les deux restèrent là, à quelques pas l'un de l'autre, mais séparés par quelque chose de bien plus grand que la distance physique. Juan sortit de la maison d'un pas rapide. Il avait besoin de respirer. Il avait besoin de comprendre. En marchant dans la rue, son esprit était un tourbillon. Est-ce que j'ai été trop dur avec Cassandre? Elle voulait seulement me serrer contre elle. Et je l'ai repoussée. Si je fais ça avec elle, est-ce que je fais pareil avec les filles? La question le blessa plus qu'il ne l'aurait imaginé. Est-ce que c'est pour ça qu'elle ne me parle pas? Est-ce que j'ai éloigné tout le monde, sans m'en rendre compte? Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Et Cassandre, cela fait si longtemps qu'elle a pris le rôle de mère. Elles se sont davantage attachées à elle qu'à moi. Et si ça s'est produit parce que je l'ai laissé arriver? Juan s'arrêta sur le trottoir, inspirant profondément. Je ne peux pas laisser ça continuer. Je suis en train de perdre mes filles et de blesser ma femme. Il ferma les yeux un instant, essayant de repousser la culpabilité qui l'étouffait. À partir de demain, je vais moi-même enquêter sur ce qui se passe avec les filles. Je vais me rapprocher d'elles. Je vais découvrir la vérité. Je vais être le père dont elles ont besoin. Juan se réveilla tôt ce matin-là, déterminé à mettre son plan en pratique. C'était son jour de repos, et il voulait profiter de chaque minute pour tenter de se rapprocher de sa famille. Il se leva, avant tout le monde, prépara le petit déjeuner avec soin, dressa la table, coupa des fruits, mit du pain frais, une fine crêpe brésilienne, du gâteau et du jus d'orange au réfrigérateur pour servir plus tard. Quand Cassandre et les filles descendirent,
elles trouvèrent tout près. Et, pendant un instant, quelque chose de rare se produisit. Béa et Anna échangèrent un regard silencieux et affichèrent un petit sourire discret, timide, mais authentique. Cassandre rayonna également en voyant cette scène inattendue, espérant que ce moment serait le premier pas vers des jours meilleurs. Mais ce bonheur fut de courte durée. Avant que quelqu'un ne puisse dire quoi que ce soit, un bruit sec, fort et répétitif résonna dans toute la maison. Quelqu'un frappait à la porte, avec insistance. Cassandre se leva immédiatement, prête à aller ouvrir. Mais Rowan leva la main pour l'en empêcher. « Hors de question. Tu restes ici avec les filles et vous allez prendre votre petit déjeuner. » dit-il fermement en désignant la table. « Je vais voir qui c'est. Servez-vous. Il y a du pain, de la crêpe brésilienne, du gâteau, et dans un instant, j'apporte le jus qui est dans le frigo. » Il prit un torchon, s'essuya les mains et marcha jusqu'à la porte. Avant d'ouvrir, il regarda par le Judas, et son estomac se retourna immédiatement. De l'autre côté se tenaient les parents de son épouse décédée, les grands-parents de Béa et d'Anna. Leur regard était chargé de froideur, de méfiance et d'hostilité. Même hésitant, Rowan ouvrit la porte. Et le premier à réagir fut son beau-père, qui explosa presque. « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire à mes petites filles ?» Sans attendre de réponse, l'homme bouscula violemment Rowan et entra dans la maison, passant devant lui comme s'il était le propriétaire des lieux, scrutant autour de lui, tel un inspecteur, à la recherche de fautes. La belle-mère entra juste derrière, avec des pas plus calmes, mais le même regard critique, dur, accusateur. « J'ai appris par une collègue de l'école des filles, » expliqua-t-elle d'une voix ferme, que la protection de l'enfance a été appelée pour vérifier leur situation. Mais personne du service social ne nous a contactés pour nous dire ce qui se passait ou pour nous demander si nous pouvions les accueillir. Nous sommes donc venus au plus vite pour savoir comment elles vont. » La présence des deux fit bouillir le sang de Rowan. Ses anciens beaux-parents ne l'avaient jamais aimé. Ils avaient toujours pensé que leur fille s'était abaissée en l'épousant. Et ce n'était pas la première fois qu'ils tentaient d'obtenir la garde des filles. Une pensée terrible traversa l'esprit de Rowan. Est-ce que ce sont eux qui ont influencé les professeurs à faire le signalement? Cela correspondait parfaitement à leur historique. Même quand sa femme était encore en vie, ils avaient tenté de prendre la garde des filles sous prétexte que le couple n'était pas assez stable pour les élever. Et maintenant, les voir débarquer comme une tempête juste après la visite de la protection de l'enfance, tout s'accordait trop bien. Mais ce ne serait pas la première fois que derrière un problème, il y aurait eux. Rowan eut envie de hurler, de les mettre à la porte, de leur claquer le battant au nez et de ne plus jamais l'ouvrir. Mais quand il regarda la table du petit déjeuner, il vit ses filles, enfin, assises, faisant un effort visible pour participer à la vie de famille. Et la moindre réaction explosive de sa part pourrait les refermer à nouveau pendant des semaines. Alors il ravala tout ce qu'il ressentait et courut vers la cuisine. Son beau-père s'y trouvait déjà, debout près de la table, observant Béa et Anna avec les yeux écarquillés, presque sous le choc. Le ton de rage devint encore plus fort lorsqu'il se tourna vers Rowan. « Qu'est-ce que vous faites à ces filles? Regarde l'état dans lequel elles sont. » lança-t-il, indigné, la voix forte. « Elles sont tellement maigres qu'on les reconnaît à peine. Tu n'as pas honte de laisser tes propres filles mourir de faim, espèce de bon à rien. » Avant que Rowan ne puisse répondre, Cassandre se leva, le visage rouge d'indignation. « Les filles ne manquent de rien ici, » répliqua-t-elle fermement. « Tu peux être certain qu'on s'occupe bien d'elles. » La belle-mère laisse échapper un rire court, moqueur. « Si pour vous c'est ça, bien s'occuper d'elles, alors ce n'est peut-être pas une bonne idée de laisser deux adolescentes entre les mains de personnes aussi irresponsables. » Cette phrase fut comme de l'essence jetée sur un brasier. Rowan ne put plus rester silencieux.
Il fit un pas en avant, les regardant avec une fermeté qu'il gardait depuis longtemps. Premièrement, Dit-il en tentant de contrôler sa respiration. ne pensez pas que vous pouvez simplement entrer dans MA Maison et dire ce que vous voulez, comme si vous aviez toujours aidé les filles. Vous ne leur avez jamais apporté le moindre soutien. Il pointa du doigt les adolescentes, toujours assises, effrayées. Et la seule raison pour laquelle vous voulez la garder, c'est pour flatter votre propre ego. Les deux restèrent silencieux, mais ne reculèrent pas. Rowan poursuivit. Deuxièmement, elles ne sont pas en train de mourir de faim. C'est un problème de santé. Nous les emmenons chez des médecins, nous faisons des examens, nous cherchons de l'aide. Il montra la table soigneusement préparée. Et comme vous pouvez le voir, nous prenons le petit déjeuner en famille. Elles ne sont absolument pas maltraitées, pas du tout. Le beau-père de Rowan fit quelques pas furieux dans sa direction, approchant son visage du sien comme pour l'intimider. Ses yeux flamboyaient, pleins d'accusations. Ça ne fait que prouver que tu es si faible, que tu n'es même pas capable de mettre de l'ordre chez tes filles. Hurla-t-il en pointant un doigt au visage de Rowan. Parce que s'il y a de la nourriture ici, des vêtements, et qu'elles sont malgré tout dans cet état, c'est parce que tu ne les éduques pas correctement. Et autre chose, nous ne faisons pas ça par ego. Nous faisons ça pour honorer la mémoire de notre fille, pour essayer de sauver ces petites filles des mains d'un homme médiocre comme toi. Rowan sentit son sang bouillir, mais comprit qu'il serait inutile de discuter avec ce couple. Il contrôla donc sa colère autant qu'il le put, inspira profondément et montra la porte. Il vaut mieux que vous partiez maintenant, avant que j'appelle la police et que je vous fasse sortir d'ici de force. Dit-il fermement. Et une chose, si je découvre que vous êtes derrière cette tentative de me séparer de mes filles, vous pouvez être certain que je porterai plainte. Le beau-père sembla vouloir répliquer, mais sa femme le retint par le bras. Tous deux quittèrent enfin la maison, laissant un silence lourd derrière eux. À peine la porte refermée, l'atmosphère devint si tendue qu'on aurait pu la sentir dans l'air. Au même instant, les jumelles se levèrent de table, sans dire un mot, et commencèrent à monter les escaliers pour retourner dans leur chambre. Rowan, d'un simple regard, fit signe à Cassandre de les accompagner. Il voulait aider, il voulait leur parler, mais il sentait douloureusement qu'en cet instant, il n'avait aucune ouverture. Tout ce qu'il pouvait faire était de faire confiance à son épouse, la seule capable de franchir cette barrière qui séparait les filles du reste du monde. 1 heure plus tard, Cassandre descendit enfin les escaliers, et elle n'était pas seule. Béa et Anna arrivaient avec elle, main dans la main, comme 2 petites filles cherchant du réconfort. En arrivant près de la table, Cassandre se pencha vers Rowan, attrapa son bras et l'emmena jusqu'au salon. Là, elle s'arrêta, un sourire plein d'espoir illuminant son visage. « J'ai réussi à parler avec elle. » dit-elle, enthousiaste. Mais ce n'était pas une conversation normale. C'était la meilleure conversation que nous ayons eue depuis des années. Je sens que cette fois, j'ai vraiment réussi à leur faire comprendre qu'on veut seulement les aider. Les yeux de Rowan s'écarquillèrent, son cœur accélérant un peu. « Qu'est-ce qu'elles ont dit ?» demanda-t-il, plein d'espoir. Cassandre sourit encore davantage. Je leur ai expliqué pourquoi leurs grands-parents étaient mévenus. Je leur ai dit d'être plus compréhensives. Et puis, elles m'ont demandé si ce ne serait pas une bonne idée d'aller vivre avec eux. Le sol semble disparaître sous les pieds d'eau de Rowan. Son estomac se glaça instantanément, mais il se força à rester silencieux. Il ne voulait pas interrompre son épouse. Il voulait comprendre. Cassandre remarque son expression, mais continua. Je leur ai expliqué que leurs grands-parents ne veulent pas réellement s'occuper d'elles. Je leur ai donné des exemples. Toutes les fois où ils auraient pu passer du temps avec les filles, les emmener quelque part, ou simplement demander à les voir. Ils ne l'ont jamais fait. Jamais. Parce qu'ils ne sont pas inquiets pour les filles. Ils veulent seulement te blesser. Et, à ma grande surprise, elles ont compris.
Tu n'imagines pas? Elle secoua la tête, émue. Elles ont commencé à se confier. Elles ont dit ce qu'elles ressentent. Rowan se pencha un peu, encore plus curieux, Et qu'est-ce qu'elles ressentent? Est-ce que ça a un rapport avec moi? demanda-t-il, tentant de garder la voix stable. Cassandre inspira profondément, mais son sourire resta. Mon amour, tu es un père excellent. Rien de ce que tu as fait n'a été un réel problème pour elles. Parfois, elles n'aiment pas certaines choses parce qu'elles ne comprennent pas encore. Mais tu ne leur as jamais fait de mal. Seulement, Elle détourna légèrement les yeux. je ne peux pas te dire ce qu'elles m'ont confié. Si je le faisais, je trahirais leur confiance. Le cœur de Rowan se serra violemment. Ce n'était pas de la colère, mais une frustration profonde, amère, même s'il savait que Cassandre avait raison. Elle posa une main douce sur son épaule pour l'apaiser. Mais j'ai réussi à faire un accord avec elles. Elles vont participer à quelques activités avec moi. Du sport, des sorties. Et petit à petit, j'essaierai de t'intégrer. Je pense que si elles adoptent une vie plus active, quoi que ce soit qui soit en train de provoquer tout ça, finira par s'atténuer. Rowan laissa échapper un long soupir, plein de fatigue, mais aussi de soulagement. Il prit son épouse dans ses bras, serrant fort. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi dans ma vie. » dit-il en la serrant encore plus. Ils retournèrent ensuite dans la cuisine, où ils terminèrent le petit déjeuner aux côtés des filles. L'atmosphère restait fragile, mais une légère lueur d'espoir flottait dans l'air. Les jours suivants furent étrangement tranquilles. Béa et Anna commencèrent à faire des activités physiques, même si parfois leur faiblesse les faisait vaciller. La famille recommença à sortir ensemble. Petites promenades, visites au parc. Les filles revinrent même à parler avec leur père. Peu, timidement, encore fermées. Mais elles parlaient. C'était un début, jusqu'à ce que, soudainement, tout bascule. Rowan était au travail lorsque son téléphone se mit à sonner sans arrêt. En décrochant, il entendit la voix de Cassandre complètement envahie par la panique. Mon amour, j'étais avec elles. Tout allait bien. Mais c'est arrivé d'un coup. D'un coup. Et maintenant, elles sont comme ça. Et je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas comment les aider. Sa voix sortait en rafale, précipitée, sans aucune pause, comme si elle était sur le point de s'effondrer. Elle parlait, sans laisser à Rowan la moindre chance de dire un seul « calme-toi ». Il fallut quelques minutes à Rowan pour réussir à calmer Cassandre et obtenir d'elle des informations cohérentes. Finalement, elle raconta l'histoire d'une voix plus posée. J'étais avec les filles en train de regarder une présentation de capoeira sur la place, quand, d'un coup, elles ont commencé à se sentir un peu étourdies. J'ai pensé que c'était à cause de la chaleur. Alors je les ai simplement emmenées boire un peu d'eau et prendre une glace. Je les ai assises sur un banc avec une bouteille d'eau et je suis partie acheter les glaces, quand soudain, une foule de gens a commencé à courir vers moi et à se rassembler. Et quand je me suis retournée, elles étaient toutes les deux par terre, avec plusieurs personnes autour essayant d'aider. Alors, évidemment, je me suis mise à courir pour voir ce qui s'était passé. Le cœur de Rowan s'arrêta presque lorsqu'il entendit toute l'histoire. Terrifié par la réponse, il demanda à sa femme « Où est-ce qu'elles sont maintenant ?» Cassandre répondit. Je suis avec elles à l'hôpital. Elles sont en train de passer des examens, mais les médecins me regardent bizarrement. Et je crois qu'ils envisagent d'appeler la protection de l'enfance. Bonne. Rowan resta silencieux quelques secondes, au téléphone, avant de répondre. « J'arrive tout de suite, ne t'inquiète pas. Je passe à la maison pour récupérer un dossier. » Il quitta le travail immédiatement et rentra chez lui, où il prit une pochette contenant tous les examens médicaux des filles et plusieurs lettres d'amis, voisins et proches, attestant qu'il n'avait jamais été témoin du moindre mauvais traitement. En arrivant à l'hôpital, la première chose qu'il fit fut de trouver Cassandre,
et de lui remettre la pochette, lui demandant de tout donner au médecin pour éviter qu'il contacte les services de protection de l'enfance. Ensuite, il se précipita pour voir ses filles. Mais en arrivant dans la chambre, Béa et Anna, déjà conscientes, détournèrent le regard dès qu'elles virent leur père. Ce simple geste lui transperça le cœur, mais il s'approcha quand même de leur lit pour leur parler. « Salut mes chéris, comment vous vous sentez? Les médecins s'occupent bien de vous ?» demanda Ruan. Aucune des deux ne répondit. Elles restèrent simplement silencieuses, sans prononcer un mot. Ruan insista et continua. « Je sais que vous traversez peut-être quelque chose que je ne comprends pas encore, mais vous pouvez venir vers moi. Vous pouvez compter sur mon aide pour tout ce dont vous aurez besoin, d'accord? Vous n'avez qu'à me dire ce qui se passe pour que je puisse vous aider. » Anna se mit à pleurer, et Béa, sans même regarder son père, dit « Laisse-nous tranquille, papa. On ne veut pas te parler. » Ruan se sentit détruit de l'intérieur, incapable de entendre pourquoi ses filles se montraient si dures et cruelles avec lui. Tout ce qu'il souhaitait, c'était qu'elles redeviennent les petites filles qui lui parlaient sans médo comme avant. Mais il ne savait pas comment retrouver ça. Avec la tristesse dans le regard, il décida de quitter la chambre. Dans le couloir, il croisa sa femme qui lui dit « J'ai déjà parlé aux médecins. Ils ont compris la situation et ont dit que les résultats ne vont pas tarder. Il faut juste attendre une vingtaine de minutes. » Ruan acquiesça seulement d'un signe de tête et continua d'avancer. Cassandre lui demanda où il allait, mais il ne répondit pas. Il continua simplement de marcher à travers l'hôpital, trop triste pour engager une conversation. Il trouva un banc dans le couloir et s'y assit, couvrant son visage avec les mains. Il resta là, réfléchissant à chaque choix qu'il avait fait en tant que père et mari. Et plus il pensait, plus il voyait le poids de ses absences. Peut-être que les filles le rejetaient parce qu'il n'avait pas été assez présent. Peut-être qu'elles avaient construit un mur si haut qu'il n'arrivait plus à l'atteindre. Peut-être que tout était de sa faute. « Je dois changer ça immédiatement, » pensa-t-il, déterminé. « Si je n'arrive pas à trouver comment aider mes filles, je ne suis pas un père. Et tout ce que mes beaux-parents ont dit va devenir vrai. » Après quelques minutes, il retourna près de la chambre. Et c'est alors qu'il vit quelque chose qui l'inquiéta profondément. Cassandre parlait avec le médecin responsable des filles, sauf qu'ils étaient un peu trop proches. Le médecin souriait, Cassandre aussi. Ils riaient ensemble, dans une situation où rien n'était drôle. Une interaction totalement déplacée, qui ne collait pas à la gravité du moment. Ruan plissa les yeux, intrigué. Quelque chose s'alluma en lui, une alarme sourde. Une sensation étrange qu'il ne connaissait pas au sein de sa propre famille, la méfiance. Il tenta de se convaincre qu'il exagérait, de trouver une explication logique. Mais plus il observait, plus il se sentait mal. C'était comme si les deux échangeaient une conversation qui n'avait absolument pas sa place ici. Quand il s'approcha, il ne parla qu'une fois, à quelques pas d'eux. « Chérie, c'est bien le médecin de nos filles. » Les deux sursautèrent si fort qu'ils faillirent à bondir. La réaction rendit la situation encore plus suspecte, mais Ruan savait qu'il n'avait aucune preuve. Alors il ravala sa méfiance et continua calmement. « Très bien, docteur, » dit-il en redressant le dos. « On m'a dit que vous aviez déjà les résultats des examens. Qu'est-ce qu'ils indiquent ?» Le médecin ajusta sa blouse, redressa la posture et, avant toute chose, se présenta avec un sourire discret, mais sérieux. « Eh bien, avant tout, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Cassio. Je suis le médecin responsable de la pédiatrie et j'ai également pris en charge directement les examens et les soins de vos filles. » dit-il en croisant les bras, comme quelqu'un qui s'apprête à annoncer une nouvelle difficile. Elles sont arrivées ici avec un tableau de déshydratation sévère et de dénutrition. La raison du malaise est que leur sang n'a pas assez de nutriments pour alimenter le corps et n'apporte pas non plus suffisamment d'oxygène au cerveau. Le cœur de Ruan se serra profondément,
Cassio continua, encore plus grave. Cela a provoqué l'évanouissement, à la fois à cause de la faiblesse et du manque d'oxygénation. Leur état est l'un des plus graves que j'ai vus dans ma vie. Il fit un pas de côté et posa une main sur la tablette médicale. Notre équipe a même envisagé d'appeler la protection de l'enfance, mais vous avez apporté plusieurs documents prouvant qu'il ne s'agit pas de négligence. Nous avons donc commencé à analyser la possibilité d'un problème clinique, quelque chose d'interne qui provoquerait cette dénutrition sévère. Le médecin prit une grande inspiration avant de conclure. Les résultats sont arrivés, j'ai tout analysé, mais il n'y a absolument rien d'anormal dans leur organisme. Rien. Pas de parasites, pas de facteurs génétiques, pas d'infection, rien qui puisse expliquer leur état. Juan baissa la tête un instant. C'était exactement la même réponse qu'il avait déjà entendue des dizaines de fois. La même phrase répétée qui semblait se moquer de sa douleur. Il leva les yeux, épuisé, et demanda « Alors, vous êtes en train de me dire que mes filles n'ont rien? Qu'il n'y a rien à faire? Que c'est juste un maudit coup du destin si mes filles sont en train de mourir ?» Sa voix sortit amère, noyée de désespoir. Cassio inspira profondément, tentant de garder son calme professionnel. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis seulement que ce n'est pas un cas qu'on peut traiter avec des médicaments ou des procédures médicales. Il s'approcha un peu plus, abaissant le ton. La cause la plus probable, en tenant compte de tout, est comportementale. Juan fronça les sourcils, sans comprendre. Le médecin poursuivit. Dans les examens que nous avons faits, il n'y a absolument aucune trace de drogue ni de médicaments. Mais il existe de nombreux cas de personnes qui entrent dans un état de dépression tellement profond que même en mangeant, même en gardant une routine saine, elles perdent du poids. Le corps ne répond plus parce que le cerveau ne va pas bien. Il nota quelque chose sur sa tablette et ajouta « Si le cerveau ne se sent pas bien, le reste du corps non plus. Tout est lié. » Puis il sortit une carte de visite de sa poche. « Je vais vous donner le numéro d'un ami à moi. Il est spécialiste dans ce genre de cas. Il peut aider avec quelques séances et peut-être découvrir ce qui provoque tout cela. Mais je peux vous garantir une chose, ce n'est pas un problème physique, pas un problème de santé organique. » Juan passa une main sur son visage, épuisé, cherchant des réponses qui ne venaient jamais. « Mais comment, docteur? Comment quelque chose de mental peut affecter mes filles à ce point ?» demanda-t-il presque suppliant. « Dites-moi exactement ce que vous pensez qu'il se passe. » Le médecin hésita, regardant autour de lui, comme s'il ne voulait pas prononcer ces mots. Finalement, il répondit. « Je ne peux rien affirmer, mais leur état correspond parfaitement à des cas de boulimie. » Le monde de Juan sembla s'arrêter. Le mot résonna comme un coup de tonnerre. Et pourtant, en repensant à l'isolement des filles, leur comportement étrange, leur refus de manger en famille, l'éloignement total du monde, tout commençait à faire sens. Il inspire profondément et dit « Merci pour ça, docteur Cassio. Je vais travailler là-dessus avec elle, et peut-être que j'appellerai votre ami. Merci pour tous vos efforts. » Sans attendre de réponse, il se retourna pour partir. Cassandre courut derrière lui, inquiète. « Tu prends vraiment en considération ce qu'il a dit? Que les filles pourraient avoir de la boulimie ?» demande-t-elle, cherchant à comprendre. Juan s'arrêta et se retourna lentement, le regard mélangeant frustration et indignation. « Ça m'étonne que tu n'y crois pas, ou que tu ne considères même pas la possibilité. » Cassandre fronça les sourcils, confuse. « De quoi tu parles ?» Juan secoua la tête, trop épuisé pour discuter. « Ce n'est rien, j'ai juste besoin d'être seul un moment. C'est beaucoup à gérer. Mais oui, je pense qu'il peut avoir raison, et je vais découvrir ça. » Il ne voulait pas se disputer. Il ne voulait pas créer davantage de division dans la famille. Il était épuisé, émotionnellement détruit. Et tout ce qu'il arrivait à penser était
« Je dois sauver mes filles ». Ce même jour, Juan retourna au travail. Il demanda des congés anticipés, quelque chose dont il discutait déjà avec son chef depuis des semaines. En expliquant la situation familiale, il obtint l'autorisation immédiatement. Mais il décida de ne rien dire à Cassandre. La méfiance qu'il avait ressentie plus tôt continuait de pulser en lui. Entre les comportements étranges des filles et cette conversation étrangement joyeuse entre son épouse et le médecin, Juan sentit qu'il devait observer tout cela de loin. Il devait comprendre ce qui se passait dans sa propre maison. Le lendemain matin, il mit son plan à exécution. Il quitta la maison comme il le faisait d'habitude, comme s'il partait travailler. Mais au lieu de cela, il conduisit jusqu'à quelques rues de distance, gara la voiture discrètement et revint à pied. Il s'arrêta de l'autre côté de la rue, caché, observant sa propre maison de loin. Il resta là en silence, le cœur lourd, la peur grandissant et une certitude étouffante commençant à se former en lui. Dans les premières heures de cette surveillance silencieuse, tout semblait normal. Juan, caché de l'autre côté de la rue, observait sa propre maison comme un inconnu regardant la vie d'une autre famille. Mais lorsque l'horloge indiqua 3 heures de l'après-midi, une voiture s'arrêta devant la résidence et tout bascula. Juan plissa les yeux, tentant de reconnaître le conducteur. Il lui fallut quelques secondes pour comprendre, jusqu'à ce qu'il réalise enfin de qui il s'agissait. C'était Cassio, le médecin de l'hôpital, le même qui avait parlé si près de son épouse dans le couloir, le même qui avait éveillé en lui une méfiance profonde. Au moment où il vit Cassio frapper à la porte et Cassandre ouvrir, tout son corps se glaça. La paranoïa qui le rongeait déjà se décupla. Il se méfiait, mais cela dépassait toutes les limites. Pourquoi le médecin était-il là? Pourquoi revenait-il? Et pourquoi si à l'aise? Juan resta immobile, observant simplement le médecin entrer avec une naturalité alarmante, comme si ce n'était pas la première fois. Dès que la porte se referma, il se rapprocha pour espionner par la fenêtre de la cuisine, la seule que Cassandre ne fermait presque jamais complètement. La table à manger se trouvait juste là, dans l'angle parfait pour écouter les conversations. Il se baissa, retint sa respiration et écouta. Cassandre s'assit à côté de Cassio, et la première phrase qui sortit de sa bouche fit trembler tout le corps de Juan. Il a commencé à soupçonner quelque chose. Après la visite à l'hôpital, il est devenu méfiant par rapport à ce qui se passe avec les filles. Vraiment inquiet, tu sais? Et cette fois, on dirait que ça devient une obsession. J'ai peur qu'il commence à enquêter et qu'il découvre ce qu'on est en train de faire. Juan faillit tomber en arrière. Son esprit se mit à tourner. Ce qu'on est en train de faire? Ce n'était pas une phrase qu'une personne innocente dirait. Une partie de lui s'effondra, mais une pensée encore plus terrible apparut. J'espère que c'est une trahison. Je supporterai n'importe quelle trahison. Mais je ne veux pas croire qu'elle fait quelque chose contre les filles. Il préférait 1000 fois être trompé comme mari plutôt que comme père. Juan continua d'écouter, les nerfs à vif. Il ne bougea plus, uniquement concentré sur chaque mot. Cela cessa seulement lorsqu'il entendit la voix calme et basse de Cassio. Peu importe ce qu'il est en train de préparer, ce n'est pas sûr d'en discuter ici. Allons à notre endroit habituel. Là-bas, on règle tous les problèmes. Cassandre acquiesça immédiatement, sans hésiter, sans questionner. Elle prit son sac et sortit avec lui. Juan sentit son sang bouillir, mais ne les suivit pas. Il savait que s'il les poursuivait, il se rendrait compte de quelque chose et commencerait à tout cacher davantage. Il devait être intelligent, précis. Alors il décida d'attendre. Le lendemain, les filles reçurent leur congé et rentrèrent à la maison à temps pour le dîner. Mais, comme toujours, elles préférèrent manger dans leur chambre.
Juan voulut dire quelque chose, imposer une règle, essayer de recréer un environnement familial. Mais il décida de laisser passer. Il ne voulait pas forcer quoi que ce soit le premier jour. Pendant que Cassandre préparait le dîner, Juan prêta attention à quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment observé: les assiettes des filles. Il remarqua que, tandis que lui et Cassandre mangeaient du poulet frit avec du riz et de la salade, les filles recevaient une soupe, toujours très liquide, si fluide qu'elle ressemblait plus à de l'eau assaisonnée qu'à un repas. En y repensant, il se rendit compte que cela durait depuis longtemps. Béa et Anna mangeaient toujours des plats spéciaux, différents, remplis de bouillon, presque une purée diluée. Avant, il croyait que c'était simplement une préférence des filles et que Cassandre faisait cela avec affection. Mais maintenant, avec un regard méfiant, tout paraissait suspect. Pourquoi mangeait-elle quelque chose de complètement différent? Pourquoi ne goûtait-il jamais cette soupe? Pourquoi Cassandre préparait-elle avec tant de soin un plat que seules les filles mangeaient? Les 3 jours suivants, la même chose se produisit. Les plats spéciaux, les soupes, les rendez-vous rapides entre Cassandre et Cassio, toujours à la maison, toujours quelques minutes à peine. Avec le temps, Juan développa une théorie terrifiante: l'empoisonnement. Il n'avait aucune idée de quelle substance pouvait provoquer une perte de poids aussi extrême, même en mangeant bien. Mais cela lui semblait être la seule explication. Le comportement de son épouse, les visites du médecin, les soupes, tout pointait dans la même direction. La première chose qu'il fit fut de fouiller chaque centimètre de la maison. Il sortit les casseroles, ouvrit les tiroirs, chercha des médicaments cachés, des flacons, n'importe quoi qui pourrait confirmer ses soupçons. Mais il ne trouva rien. Aucune preuve. Aucun récipient. Rien. La frustration le dévora. La colère aussi. Et le doute. Était-il en train de perdre la raison? Tout cela n'était-il qu'un énorme malentendu? Était-il en train d'accuser la mauvaise personne? Mais chaque fois que son esprit tentait de s'éloigner de la paranoïa, une autre image revenait. Les filles évanouies sur la place. Les soupes suspectes. Les rencontres avec le médecin. L'instinct de père parlait plus fort. Après quelques jours, sans alternative, il conclut qu'il devait suivre sa femme tôt ou tard. Mais avant cela, quelque chose le surprit. Alors qu'il passait dans le couloir, il entendit des voix venant de la chambre des filles. La porte était entr'ouverte. Elle jouait à l'ordinateur. Il allait continuer son chemin, jusqu'à entendre Béa dire « En fait, notre père ne s'occupe pas vraiment de nous. Il était présent avant, mais après, il a commencé à s'éloigner. Il ne pensait qu'au travail. Il ne passait jamais de temps avec nous. C'est notre belle-mère qui s'occupe de nous la plupart du temps. » Juan s'immobilisa, sentant chaque mot traverser sa poitrine comme une lame. La conversation dans la chambre continua, et Anna ajouta d'une voix lourde: « Et en plus, notre belle-mère nous a raconté les choses horribles que tu dis sur nous. » Juste après, une voix masculine résonna dans la pièce. Elle venait de l'ordinateur, pleine de grésillements, comme un garçon parlant dans un mauvais micro. Même ainsi, on comprenait parfaitement ce qu'il disait. « Écoutez, sur le papier, votre père a l'air assez absent. Mais je ne sais pas s'il est vraiment un homme mauvais. Peut-être qu'il ne sait juste pas bien s'y prendre avec vous. Quelles horreurs est-ce qu'il aurait dites ?» Béa soupira profondément, avant de répondre. La belle-mère a laissé son téléphone déverrouillé un jour, et il y avait une conversation entre elle et notre père. Il disait qu'on était trop maigre et qu'on ressemblait à des extraterrestres, qu'on devenait laide et qu'on ne trouverait jamais de mari, et qu'on ne servait à rien, à part manger sa nourriture et dépenser son argent, comme si on était 2 poids morts. Une autre voix surgit à travers l'ordinateur, cette fois féminine, indignée. Sérieux?
Ton père est un vrai connard. Mes parents ne diraient jamais ça de moi, même si je faisais la pire bêtise du monde. Je ne comprends pas comment il peut vous dire un truc pareil. Anna, la voix tremblante, ajouta. La belle-mère a même essayé de nous défendre. Elle s'est plainte qu'ils disent ça. Mais il s'en fichait. Il a continué à dire d'autres horreurs. C'est pour ça qu'on ne veut plus lui parler. Et malgré ça, il continue de venir ici, comme un idiot, essayant de discuter, disant qu'il s'inquiète. On connaît la vérité. Dans le couloir, Juan entendit tout. Il pleuvait déjà, avant même de comprendre entièrement les mots. Les larmes coulaient silencieusement, tombant au sol, comme si chacune pesait une tonne. Jamais il n'aurait imaginé que ses filles pensent ça de lui. Jamais il n'aurait pensé qu'elles puissent accumuler autant de rancœur. Et chaque phrase était un coup direct, en plein cœur. Mais je n'ai jamais dit tout ça à leur sujet. La pensée surgit avec force, mêlée à la douleur. Puis la tristesse céda la place à une fureur silencieuse, glaciale. Est-il possible que Cassandre ait simulé cette conversation, qu'elle ait tout inventé, qu'elle ait créé un faux message pour faire croire aux filles que j'ai dit ces choses? Si c'était vrai, alors toute la haine des filles aurait été construite sur un mensonge monstrueux. Un mensonge venant de la personne en qui il avait le plus confiance. Épuisé de vivre dans le doute, il décida qu'il avait besoin d'une preuve. Il ne pouvait pas affronter Cassandre sans rien en main. Cette même nuit, il attendit le moment parfait, entra dans la cuisine et préleva un peu de la soupe des filles. Il mit discrètement l'échantillon dans un pot, puis dans un sac, et l'envoya analyser. Ce furent 5 jours d'attente angoissante, 5 jours qui semblèrent une éternité. Lorsque le résultat arriva enfin, le monde de Juan se renversa. L'examen révélait des traces d'un médicament amaigrissant, des pilules réduisant l'appétit, provoquant des nausées constantes et faisant vomir presque tout ce qui était consommé. Juan fixe la feuille pendant de longues secondes, sentant l'air lui manquer. Alors, tout ce temps, Cassandre empoisonnait les filles? Son esprit se mit à tourner. Ses mains tremblèrent. Il devait affronter la réalité. Et avant tout, dire la vérité à ses filles. Le même jour, dès que Cassandre et Cassio sortirent pour l'un de leurs rendez-vous, Juan prit la voiture et alla chercher les filles à l'école. Le ton de sa voix laissait clair qu'il y avait quelque chose de grave. Elles n'aimèrent pas ça. Elles se plaignirent, demandèrent si c'était vraiment nécessaire. Mais il ne céda pas. Le pire restait à venir. Il le savait. À la maison, il les emmena jusqu'à la cuisine. Les fit s'asseoir côte à côte. Il prit la pochette contenant l'examen et la posa sur la table. Les filles se regardèrent, confuses. Elles ouvrirent la pochette, feuilletèrent les pages, froncèrent les sourcils devant les termes médicaux qu'elles ne comprenaient pas. Finalement, Béa leva les yeux et demanda « C'est quoi ça? Ça parle de quoi? » Juan inspira profondément, se préparant émotionnellement. « C'est un examen toxicologique, » expliqua-t-il. « J'ai demandé une analyse de la soupe que vous mangez presque tous les jours pour vérifier s'il y avait une substance pouvant vous rendre malade. Et le résultat est positif pour des médicaments amaigrissants. » Les deux restèrent figés quelques secondes, sans réaction. Puis Béa demanda, presque en bégayant. « Tu es en train de dire ce que je pense que tu dis? Tu insinues que Cassandre nous empoisonne? Que c'est pour ça qu'on est si malade? » Juan ferma les yeux, tentant de retenir ses émotions. Quand il les rouvrit, son regard était plein de tristesse, mais aussi d'une fermeté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Je ne sais pas encore pourquoi elle fait ça, » dit-il d'une voix basse. « Mais c'est la seule personne qui a accès à votre nourriture. Donc, oui, c'est très probablement volontaire. » Les filles écarquillèrent les yeux, soupirèrent de surprise, mais elles ne se laissèrent pas convaincre si facilement.
Anna croisa les bras et répondit « Papa, tu as seulement un examen disant qu'il y avait quelque chose dans notre nourriture. Tu n'as rien qui prouve que c'est maman qui a fait ça. » L'estomac de Rouen se serra une nouvelle fois. Parce que cette phrase voulait dire qu'après tout, elle faisait encore plus confiance à leur belle-mère qu'à lui. Rouen, encore tremblant après tout ce qu'il avait entendu de ses filles, sortit son téléphone de sa poche, parcourut rapidement les fichiers et tendit l'appareil à Béa et Anna. Les deux prirent là le téléphone, sans comprendre ce que leur père voulait leur montrer, jusqu'à ce qu'elles voient des photos, plusieurs photos, des photos de Cassandre et Cassio ensemble, entrant dans la maison, en sortant, discutant comme des intimes, et, sur l'une d'elles, en train de s'embrasser. Les filles se figèrent, leurs yeux se remplirent de larmes en quelques secondes. Le choc fut si grand qu'Anna porta la main à sa bouche, tandis que Béa laissa le téléphone glisser sur la table. Aucune des deux ne parvenait à parler. La douleur était visible, brute, exposée dans chacune de leurs expressions. C'est précisément à ce moment que la porte d'entrée s'ouvrit. Cassandre entra, tenant un sac à main, et se pétrifia immédiatement en voyant les trois personnes qu'elle voulait le moins voir assises à la table. Rouen, Béa et Anna. Tous en silence, tous la regardant comme s'ils découvraient enfin qui elle était réellement. Rouen fut le premier à briser le silence. Sa voix sortit chargée de douleur, mais aussi d'une fermeté nouvelle. « Nous savons déjà toute la vérité, Cassandre. Nous savons que tu es en train d'empoisonner les filles. Et nous savons aussi que tu me trompes avec ce médecin. » Il pointa le téléphone posé sur la table. « Tes jours dans cette maison sont comptés. » Il s'attendait à des cris, à des dénégations, à des justifications. Il s'attendait à ce que Cassandre tente de se défendre ou au moins de feindre la surprise. Mais non, elle resta calme, beaucoup trop calme, comme si rien de tout cela n'était réellement un problème. Sans dire un mot, Cassandre marcha jusqu'à la cuisine. Elle posa son sac sur la table, puis leva le bras jusqu'au-dessus du placard, fouillant comme si elle cherchait quelque chose de précis. Rouen lança un rire sarcastique et dit « Tu cherches le poison que tu as utilisé ?» Mais Cassandre ne répondit pas. Elle resta concentrée sur ce qu'elle faisait, jusqu'à ce qu'elle tire une boîte noire rectangulaire. De dos, elle ouvrit la boîte de manière à empêcher quiconque d'en voir le contenu, et en silence, enfila une paire de gants en cuir. Lorsqu'elle se retourna, elle tenait une arme. Le monde sembla s'arrêter. Rouen recula de 2 pas. Béa poussa un cri étouffé. Anna porta les mains à la tête, incapable de croire ce qu'elle voyait. Cassandre pointait l'arme vers eux avec une naturalité glaçante, comme si c'était une routine. Et pour parachever l'horreur du moment, Cassio entra dans la maison comme si de rien n'était. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, observa la scène, Cassandre armée, les filles en pleurs, Rouen paralysée, et afficha un sourire satisfait. Puis, sans aucune précipitation, il passa à côté des trois, alla jusqu'au réfrigérateur, se servit un verre d'eau et dit d'une voix étonnamment tranquille « Si tu as sorti cette arme, Cassandre, alors ça veut dire qu'ils ont tout découvert, hein ?» La femme soupira profondément, comme si tout ceci n'était qu'un fardeau épuisant. L'idiot là-bas a tout découvert. Regarde sur la table. Ce sont des examens. Ce crétin a fait un test toxicologique sur la nourriture. Comme je t'avais dit qu'il commençait à se méfier. Rouen, presque en larmes, demanda d'une voix tremblante « Mais pourquoi, Cassandre? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tenter quelque chose d'aussi horrible avec les filles? Elles étaient pratiquement tes filles. » Cassandre abaissa l'arme un instant, respira profondément, et son expression devint presque mélancolique. À un moment, oui, je les ai aimées comme mes filles. Peut-être que je sens encore que je suis leur mère. Dit-elle d'un ton étrange, presque trop calme.
Mais il y a des choses qui dépassent l'amour. Tu comprends? Rowan, les larmes coulant sur le visage, demanda. Quoi tu parles? Qu'est-ce que tu es en train de dire, Cassandre? Elle fit un geste avec le canon de l'arme, pointant vers l'escalier. Un ordre. Froid. Clair, Montez. dit-elle sèchement. Les quatre, Rowan, Béa, Anna et Cassio, commencèrent à monter. Et pendant qu'ils montaient, Cassandre finit par révéler la raison. Et ce fut la confession la plus sombre que Rowan ait jamais pu imaginer. J'avais besoin d'argent. Rien d'autre. De l'argent. Elle montait derrière eux, l'arme toujours pointée. Ça fait 2 ans, peut-être 3, que j'ai commencé à jouer sur ces applis de paris. Genre casinos en ligne, toutes ces saletés. Je suis devenue accro. Parfois je gagnais, mais je perdais encore plus. Et je ne pouvais pas arrêter. Je voulais tout récupérer. Toujours. Le cœur de Rowan s'accélère, mais il continua de monter. Cassio suivait derrière, verre d'eau à la main, comme un invité détendu au milieu d'une tragédie. Cassandre continua. J'ai commencé à perdre beaucoup trop d'argent. J'ai emprunté un ici, un autre là, puis plus personne ne voulait me prêter. Alors j'ai emprunté à un usurier. Rowan avala difficilement. Au début, je payais, puis ça n'a plus été possible. La dette est devenue si grande que même en vivant 2 vies, je n'aurais jamais pu la rembourser. Cassio reprit alors, comme s'il racontait quelque chose de banal. C'est à cette époque-là qu'elle est entrée dans un groupe de paris, et j'y étais aussi. On avait le même problème, et un jour, je lui ai dit qu'on pouvait gagner de l'argent avec les assurances vie. J'avais déjà fait ça pour certains clients. Je falsifiais des examens, créais des rapports médicaux, ce genre de trucs. Il prit une gorgée d'eau et poursuivit. Comme plus personne ne voulait me payer, j'ai suggéré qu'elle prenne une assurance vie pour les filles et pour toi. Ensuite, on trouverait un moyen de les tuer, avec un faux rapport psychologique disant qu'elles étaient mortes de complications émotionnelles. Cassandre compléta d'une voix calme qui glaçait le sang. Et ensuite, on partagerait l'argent de l'assurance. Lorsqu'ils atteignirent enfin la chambre, Rowan se retourna et demanda, la voix brisée par l'horreur. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Nous tuer à coups de feu? Comme si personne n'allait deviner que c'était toi. Comme si personne ne se demandait qui est entré dans notre maison pour tuer 3 personnes? Cassandre laissa échapper un rire bref, presque délicat, mais qui glaça le sang de tous dans la chambre. Son sourire était froid, vide, comme si toute la situation n'avait absolument aucune importance. « Je ne vais pas faire ça. » répondit-elle, toujours en pointant l'arme. « C'est toi qui vas le faire. Tu vas éliminer tes 2 filles. Et ensuite en finir avec toi-même. » Rowan sentit l'air lui manquer. Le désespoir monta en lui, comme une vague suffocante. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Cassandre continua, sans la moindre trace de compassion. « J'ai enregistré toutes tes crises existentielles, celles où tu te demandes si tu es un bon père. Alors ce ne serait absolument pas étonnant que, du jour au lendemain, tu pètes les plombs et que tu fasses ça aux filles. » La menace était claire, mortelle. Rowan fixa Cassandre droit dans les yeux, et pour la première fois, il y vit quelque chose de véritablement monstrueux. Dans ses pires cauchemars, jamais il n'aurait imaginé que cette femme, celle qu'il avait aimée, celle qui avait aidé à élever ses filles, puisse être capable d'une cruauté pareille. Sa voix sortit tremblante. « Comment tu peux être capable d'une cruauté pareille? Elle te traitait comme une mère. Je t'ai donné tout l'amour que je pouvais, et tu abandonnes tout ça pour du jeu? » Cassandre inspira profondément, et, pendant une seconde, une larme coula sur sa joue. Mais cela ne changea rien. Sa froideur resta intacte. « Je peux peut-être vous aimer, » dit-elle d'une voix ferme. « mais je passe avant tout. À quoi ça sert d'avoir un mari et 2 filles si ma propre vie est en danger? » Elle leva le menton avec arrogance. Et puis, je peux toujours trouver un autre mari.
Cassio est là pour ça. Son sourire était si perturbant que Béa et Anna s'agrippèrent au bras de leur père, terrorisés. Cassandre pointa l'arme directement vers Béa. Maintenant, bouge. Tu vas commencer par Béa, puis tu t'occupes d'Anna. Et si tu ne le fais pas, moi et Cassio feront pire. Anna laissa échapper un sanglot. Béa tremblait tellement qu'elle n'arrivait même plus à bouger. Rohan sentit son cœur se déchirer à l'intérieur de sa poitrine. Avant que quelqu'un ne puisse dire ou faire quoi que ce soit, un bruit violent retentit au rez-de-chaussée, du verre brisé. Quelques secondes plus tard, une odeur de fumée envahit le couloir, montant vers l'étage. Cassandre se tourna immédiatement vers la porte, surprise. L'arme toujours en main, mais l'attention désormais partagée entre le feu et la famille. Elle fit quelques pas hors de la chambre et regarda en bas. Ce qu'elle vit fit écarquiller ses yeux. Les flammes envahissent déjà une partie du salon. Le feu se propageait rapidement, illuminant le couloir d'une lueur orange sinistre. Puis, une voix surgit de l'ordinateur des filles, la même voix grésillante que Rohan avait entendue. « On l'a distraite! Courez !» Rohan n'hésita pas. Il attrapa Béa et Anna par les bras et courut vers la fenêtre du 2e étage. Les filles hurlaient, paniquées, mais il n'hésita pas. Il ouvrit la fenêtre, les serra contre lui et sauta, protégeant leur corps du sien pour amortir la chute. Tous les trois roulèrent sur l'herbe du jardin, mais survécurent sans blessure grave. C'est à ce moment précis que les sirènes commencèrent à retentir. Les policiers arrivèrent en courant, se précipitèrent devant la maison et appelèrent les pompiers par radio, en voyant les flammes dévorer chaque pièce. Soudain, la porte d'entrée s'ouvrit violemment. Cassio surgit en courant, en feu. Il avait tenté de fuir par le salon, mais le feu avait déjà tout envahi. Les policiers coururent vers lui, l'arrosèrent, étouffèrent les flammes, et même pendant que le médecin hurlait de douleur, ils le menottèrent immédiatement. Ils appelèrent aussi une ambulance. Rohan se releva, essoufflé, serrant ses filles contre lui. Il pointa la maison en flammes et cria désespérément. « Mon ex-femme est là-dedans, elle est armée. » Le policier le plus proche leva la main et donna des ordres pour encercler la maison. Il appela des renforts, demanda plus de voitures, mais personne ne sortit jamais de la maison. À l'intérieur des flammes, quelque chose attira l'attention de Cassio, même blessé et entouré de policiers. Il fixa la fenêtre du salon, les yeux écarquillés. Rohan regarda aussi. À travers la fumée épaisse et les flammes, on distinguait une silhouette immobile devant la télévision. Figée, une arme à la main. Les flammes dévoraient son corps entier. Mais un sourire demeurait. Un sourire terrifiant. Les pompiers arrivèrent, mais le feu avait déjà tout consumé. Ils ne purent rien sauver. La maison entière brûla jusqu'à ne laisser qu'un tas de cendres. Quand les experts entrèrent dans les ruines, ils cherchèrent le corps de Cassandre. Ils fouillèrent chaque centimètre calciné. Mais ils ne trouvèrent rien. Aucun fragment, aucun os, aucune trace, comme si elle s'était volatilisée avec les flammes. Pourtant, durant l'enquête, alors qu'ils arrêtaient Cassio pour fraude à l'assurance et tentative d'homicide, une vidéo est apparue. Une caméra de sécurité d'une maison voisine avait enregistré une silhouette s'échappant au moment exact où la maison commençait à s'effondrer. Les spécialistes affirmèrent qu'avec l'état de l'incendie, il était impossible que Cassandre ait survécu. Mais la vidéo racontait autre chose. Ils déclarèrent Cassandre morte. Mais Rohan n'y crut jamais. Cette image à la fenêtre, ce sourire, cette silhouette fuyant dans la nuit, cela ne quitte jamais son esprit. Pendant ce temps, Cassio tenta de plaider l'innocence, disant que tout n'était qu'un malentendu. Mais les amis de Béa et d'Anna, ceux du chat vocal, avaient tout enregistré.
depuis le tout début. Chaque mot. L'enregistrement fut remis à la police, scellant le destin du médecin. Il fut condamné pour tentative d'homicide. Juan et ses filles quittèrent la ville peu de temps après. Ils partirent reconstruire une vie ailleurs, loin de tout ce qui leur rappelait Cassandre. Les filles se remirent rapidement, maintenant qu'elles étaient loin des médicaments que la belle-mère ajoutait en secret dans la nourriture. Elles retrouvèrent du poids, recommencèrent à jouer, à étudier, à sourire. Enfin, libres. Quant à Cassandre, personne ne sait. Et maintenant, la question est pour vous. Pensez-vous que Cassandre a survécu à l'incendie? Ou croyez-vous qu'elle a disparu à jamais dans les cendres? Donnez votre avis. Et si, comme Juan, vous êtes quelqu'un qui protège sa famille, laissez votre like et votre commentaire ci-dessous. Et n'oubliez pas de regarder les autres histoires bouleversantes de la chaîne. On se retrouve dans la prochaine narration du cœur.